Ça va, voilà. Ben, bonjour à vous tous nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Et la formation continue de l'UQAM en collaboration avec la chaire Aoudan Durand, l'Institut d'études internationales de Montréal et la faculté de sciences politiques et droit de l'UQAM présente en fait la série de conférences Le Monde d'aujourd'hui. Et cette conférence intitulée Activités minières au Canada et en Afrique, régulation, légitimité et responsabilité est donc la quatrième de cette série. Alors, pour obtenir plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site web de la formation continue de l'UQAM. Voilà. Ben, je me présente, je suis donc Issa Kamandé, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et je m'intéresse essentiellement aux dynamiques socio-économiques de l'Afrique contemporaine. Alors, cela dit, nous avons l'honneur ce soir d'entendre Madame Bonnie Campbell. Bonnie Campbell qui est professeure émérite de l'UQAM. Elle a été titulaire de la chaire André Poisson de recherche sur la gouvernance et l'aide au développement, mais aussi elle fut surtout directrice du CIDIS, le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société. Et elle fut aussi directrice du groupe de recherche sur les activités minières en Afrique, le GRAMA. Et Bonnie Campbell a fait toute sa carrière comme professeur à l'université, à l'UQAM, au département de sciences politiques, après donc des études en économie de développement à l'université de Sussex en Angleterre. Et ce qui est aussi marquant avec notre conférencière ce soir, en relation avec la thématique, elle fut membre du groupe consultatif qui a été nommé par le gouvernement fédéral du Canada en 2006 et 2007 lors des tables rondes nationales sur la responsabilité sociale et l'industrie extractive canadienne dans les pays en développement. Et Bonnie Campbell aussi, de 2007 à 2011, elle a été membre du groupe qui a été en charge de la révision des régimes miniers en Afrique de la Commission économique pour l'Afrique. Donc, la CEA qui dépend donc des Nations Unies et qui est basée à Addis Abeba. Et Bonnie Campbell, professeur Bonnie Campbell, donc, est membre de plusieurs conseils, elle a été membre de plusieurs conseils scientifiques d'institutions de recherche ou de la société civile, tant au Canada, en Europe et en Afrique. Et vous avez la liste de ces publications qui serait, je dirais, fastidieux à énumérer ici. Alors, simplement vous dire qu'elle est responsable de très nombreux articles dans des revues scientifiques et la direction ou la rédaction de 16 volumes, évidemment, que vous trouverez dans la fiche de présentation pour cette conférence. Et pour terminer, Madame Bonnie Campbell est membre de la Société royale du Canada depuis 2012. Sans plus tarder, donc, je passe la parole à la conférencière. Bienvenue, Madame Campbell. Merci encore d'avoir accepté d'animer cette table ronde, cette conférence plutôt, qui est intitulée donc Activités minières au Canada et en Afrique, régulation, légitimité et responsabilité. Un vaste programme, dirait quelqu'un que je n'aimerais pas. Voilà, je vous passe la parole, Mme Campbell. Bonsoir. Merci beaucoup, Isiaka, pour cette très généreuse présentation. Bonsoir à vous. C'est un réel plaisir pour moi de présenter des travaux qui s'étirent, comme vous devinez, sur de longues années. Et je commencerai pour vous partager une question qui m'a toujours animée. Je me suis toujours intéressée à la question de comprendre comment les ressources naturelles des pays pouvaient au mieux profiter aux populations qui, en principe, possèdent ces ressources. Une question corollaire qui m'a beaucoup intriguée, c'est comment se fait-il que dans des régions très, très riches en ressources naturelles, on a assez souvent aussi
des populations qui manquent absolument de tout, des populations très très pauvres. Donc il y a des paradoxes comme ça qui m'ont attirée et j'ai décidé que l'approche par la filière, c'est-à-dire identifier un produit, j'ai commencé avec le coton, après j'ai étudié la bauxite. Cette approche par le produit, la filière, pouvait être une clé intéressante pour essayer d'explorer et apporter des éléments de réponse. Donc après un certain nombre d'années, je me suis retrouvée avec une série de collègues en Afrique et on a travaillé presque une trentaine d'années sur les questions extractives et les enjeux de développement en Afrique. Et un beau jour, ils m'ont dit, mais Bonnie, vous avez des mines en Afrique, pourquoi tu ne travailles pas sur les mines en Afrique, au Canada, seulement sur l'Afrique? Alors, avec ce défi, nous avons trouvé une subvention, reçu une subvention, on a publié un livre, et ce que je vous partage ce soir est le résultat un petit peu de ce constat qu'il fallait aussi retourner de ce qui se passe, comprendre ce qui se passe au Canada, au Québec, pour ce qui nous a permis après de revisiter le travail qu'on faisait en Afrique. Et le résultat de tout cela, c'est un peu une synthèse de ce que je partage ce soir. Et derrière cette synthèse, il y a une question fondamentale, c'est comment rendre compte de ce qui se passe dans le secteur minier, parfois des choses qui sont à première vue difficiles à expliquer. Alors sans plus, on se lance et pour animer un petit peu la conférence, je vais vous commencer dès le départ avec deux illustrations qui viennent d'ici. Et derrière ces animations, c'est une interrogation qui est la suivante. C'est la question de savoir s'il y a des territoires qui seraient incompatibles avec l'activité minière. Première illustration, c'est quelque chose de tout récent. En février, le mois dernier, il y a eu l'annonce du gouvernement du Québec qui a autorisé une mine, nouveau mine graphique, à commencer, et ça va se passer assez rapidement, ses travaux sur une fosse à ciel ouvert qui sera près de 2,7 km de longueur et va générer une quantité extrêmement importante de déchets miniers, 107 millions de tonnes de déchets miniers. Et ce qui est le plus frappant, c'est ce projet se passe non pas dans un endroit très lointain, mais à 150 km de Montréal, au bout de la route 131, dans une région qui est connue comme, au flanc du parc Mont-Tremblant, connue comme une région privilégiée, récréative, touristique, etc. Et donc, ça soulève beaucoup d'interrogations, bien que le graphite est justifié parce que ça va fournir les marchés pour les véhicules électriques. Deuxième illustration, beaucoup plus connue peut-être cette illustration, la mine de Malartic. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est en opération. Une mine qui a été projetée dans un endroit qui était une région minière, mais en panne d'activité. Et donc, quand le promoteur l'a lancé, il y avait des consultations, mais aussi une division très importante dans la communauté. Mais la question qui se pose, c'est en fait, ce site a été planifié au plein centre d'une petite ville, Malartic. Il y a eu des agrandissements de plus et il y a eu une grosse contestation. Il y a des films là-dessus. Richard Desjardins a un film qui s'appelle Trou de Malartic, etc. Il y a encore de la contestation sur ce site. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment expliquer, quelle est la philosophie qui fait en sorte qu'il ne semble pas vraiment y avoir de limite où on peut implanter une activité minière. Et pour répondre à cela, je vous présente un plan qui commencera avec une présentation historique un peu de la philosophie, des normes, des valeurs qui alimentent, si vous voulez, la politique minière canadienne et qui viennent de la place du secteur minier dans l'économie politique du Canada. Et puis, on va par la suite regarder ce qui se passe à partir des années 80 et 90 en Afrique. Ça se passe aussi en Amérique latine, mais je vais me concentrer sur les régions sur lesquelles j'ai travaillé. Et là, ce qui est intéressant, c'est comment une série de réformes a fait en sorte qu'on a créé une situation où des régions qui étaient peu productrices de mines sont devenues extrêmement dépendantes de ce secteur, avec une certaine vulnérabilité, une extraversion de leurs économies que l'on est en train de remettre en cause sévèrement aujourd'hui. Et
pour passer à le rôle du Canada, pays minier par excellence, et comment, dans une situation de difficulté économique mondiale, le secteur minier a été vu comme une possibilité de relance de notre économie au Canada, et voir comment on a utilisé notre politique étrangère pour faire la promotion de cela. Et par la suite, passer à une étape importante. Oui, très fort engagement public. On a appuyé la promotion du secteur extractif canadien. Mais attention, ça s'est fait en absence de la part du Canada, absence de normes et de procédures pour baliser les activités. Et donc, on se retrouve avec des plaintes, des doléances de violations des compagnies minières un peu partout au monde, et on va en parler, voir quelles ont été les réactions du Canada, parce que ça pose la question fondamentale de la responsabilité, qui est responsable, et je vais résumer à la fin, responsabilité des compagnies, RSE, mais aussi responsabilité du gouvernement canadien, et conclure avec quelques défis qui demeurent. Alors pour revenir au contexte où on parle, on a vu pense au Québec, il y a eu des réformes de notre code minier, la législation minière, à travers les années, il y en a eu beaucoup, et la dernière en 2013, on en annonce une autre. Mais ce qui est frappant, que ce soit dans les autres provinces ou au Québec, malgré ces transformations dans les cadres réglementaires, ces cadres sont marqués par une très grande continuité. Il y a des valeurs, il y a des principes qui restent. Donc, pour comprendre cette continuité, il est important de regarder plus largement de ce qu'on entend par notre régime minier. Et la notion de régime minier est intéressante parce que ça nous aide à ne voir pas un code minier comme simplement un dossier juridique ou réglementaire, mais cette perspective permet de situer un régime minier comme faisant partie de la structure de pouvoir d'une société plus largement, et une structure qui va orienter et qui conditionne les rapports entre les acteurs. Et ce qui est frappant, et dans le topo que je vais vous présenter, c'est de voir dans cette continuité que nos cadres réglementaires au Québec ou ailleurs au Canada sont en fait l'expression de rapports de pouvoir entre acteurs. Ils sont l'expression, ils les cristallisent et ils deviennent un instrument. On va voir comment les acteurs miniers, qui sont extrêmement puissants, peuvent utiliser les règles pour faire en sorte que les réglementations vont être favorables à ce qu'ils cherchent à faire. Donc, les réglementations vont servir comme instrument dans la reproduction du pouvoir des acteurs très puissants. Et tout cela dans un contexte où on est dans un secteur où il y a une grande asymétrie de rapport entre l'industrie et les pouvoirs publics. Pour revenir rapidement un peu d'histoire, d'où viennent les valeurs et les principes qui animent ce qu'on appelle le free mining, ou traduisons extraction libre. Faut rappeler que le Canada était une colonie britannique de peuplement blanc, et l'administration britannique a accueilli les bras ouverts les explorateurs et les aventuriers qui voulaient explorer la terre pour de l'or, et ils avaient besoin d'un accès, et c'est justement ces explorateurs qui, avec l'administration coloniale, ont rédigé les premières lois minières, et de là le free mining, qui incarne ces principes que le développement minier n'est pas juste souhaitable, mais on le considère prioritaire par rapport à toutes les autres utilisations du territoire. Et là, on pense maintenant la conservation, l'agriculture, etc. Il y a une priorisation de l'utilisation du territoire encore aujourd'hui pour l'activité minière. Deuxième principe est celui du premier acquéreur devient celui qui a une autonomie, une autorité importante sur le territoire. Il s'agissait de piquer un piquet ou un claim pour avoir le titre et avoir une autorité qui n'existe pas dans d'autres secteurs de notre économie. Ce que ça impliquait aussi une délégation d'autorité aux entrepreneurs miniers qui s'est fait au détriment de l'administration publique, autrement dit une subordination des pouvoirs publics aux entrepreneurs. Et cette priorité des valeurs, dont la priorité est donnée au secteur minier, va privilégier toute une haute série de relations avec les autres acteurs, notamment
qui est consulté, comment on est consulté, quand on est consulté, notamment les peuples autochtones. Donc, voilà l'historique de quelque chose d'assez unique dans les colonies de peuplement blanches. Et cette priorisation du secteur minier va être maintenue dans l'économie politique canadienne avec des cadres réglementaires favorables, avec des systèmes juridiques et fiscaux qui mobilisent le capital de risque et aussi des règles fiscales qui vont promouvoir l'investissement, aider l'investissement canadien dans le secteur minier à l'étranger. Exemple, tout comme on incite les investisseurs miniers de l'extérieur du Canada à investir ici, il y a des mesures très incitatives pour aider les investisseurs miniers canadiens à aller investir à l'extérieur. Et tout cela, c'était écrit sur le site de Ressources naturelles canadiens, par exemple, les sociétés minières canadiennes qui engagent des frais d'exploration à l'étranger peuvent, sous certaines conditions, déduire ces frais par rapport à ce qu'ils doivent en fin d'impôt pour chaque pays où ils interviennent. Pas surprenant, le Canada est devenu un centre international de financement pour les actions, pour les investisseurs miniers à travers le monde. Et ce sont les bourses de Toronto et de Vancouver qui maintenant mobilisent, certains disent la moitié, mais disons le tiers des capitaux investis dans ce secteur d'exploration à l'échelle mondiale. 55% des compagnies au niveau mondial sont cotées dans les bourses au Canada. Pourquoi? Capacité de levée de fonds, longue tradition minière, information, stabilité du système réglementaire. Alors maintenant, tournons un petit peu vers qu'est-ce qui s'est passé dans les pays de l'Afrique et plus tard en Amérique latine. Il n'y a pas la même tradition du free mining qu'ici, mais ce qui est fascinant, c'est que dans le contexte de l'endettement de ces pays dans les années 80, sous la pression des institutions financières, pour les aider à rembourser leurs dettes, on disait il faut relancer l'économie, il faut la croissance, il faut ouvrir vos économies, vous êtes riches en matières premières minières, donc il faut libéraliser, attirer les investissements étrangers. Et ceci a été fait, on a documenté, on a travaillé là-dessus avec des collègues de toute une série de pays. Et ce qu'on a vu, c'est une réduction drastique des niveaux d'imposition qui existaient. Par exemple, au Ghana, à partir de 86, en 10 ans, on a réduit l'imposition sur le revenu des sociétés de 55 à 35%. Le taux de royauté était réduit de 6 à 3%. Et j'en passe, etc., drastique pour rendre le contexte attirant pour les investisseurs étrangers. Et ces mesures incitatives vont se prolonger jusqu'à présent. Par exemple, encore une fois, pour attirer l'investissement, on disait bien il y aurait une suspension de paiement d'impôts pour les premières années d'opération. Donc, ce qui se passait, c'est qu'une compagnie arrivait et sachant qu'il n'y avait pas d'imposition les premières années, on accélérait le rythme d'extraction dans les premières années pour bénéficier de ça. Et ça faisait en sorte qu'on écrémait, c'est arrivé au Mali par exemple, les meilleures ressources, et bon, éventuellement pour faire en sorte que ce qui se passait n'était pas aussi rentable dans les années qui suivaient. Aussi, on a introduit, pour attirer les investissements, cette fois à l'incitation des institutions de Bretton Woods, des clauses de stabilité. Ce que ça voulait dire, c'est que si une entreprise a une entente, une convention avec un pays pour tel niveau de fiscalité, eh bien, qu'il y ait des changements dans réglementation par la suite, des révisions en fonction des augmentations des prix au niveau du marché, des nouveaux codes. Les clauses de stabilité faisaient qu'il y avait un verrouillage pour le pays qui ne pouvait pas changer et profiter de meilleurs. Et donc, les compagnies qui sont là depuis très longtemps, maintenant, sont sous des régimes extrêmement favorables et que les nouvelles compagnies qui s'y implantent. Cette libéralisation ne touchait pas simplement les dimensions économiques, mais ça a eu, et c'est quand on est intéressé par ces enjeux de relations de pouvoir et les relations structurelles de pouvoir entre acteurs et l'État, en fait, cette libéralisation a radicalement changé la place de l'État et c'est quelque chose qui, quand on a étudié un peu ce qui se passe au Canada, ce qu'on a vu que ça a réduit l'autorité des États. Ça a rendu les États beaucoup plus dépendants et vulnérables face à ce secteur. Et cette redéfinition du rôle de l'État
a fait en sorte qu'il y a eu une modification profonde entre ce qui était considéré sphère de responsabilité publique et ce qui était passé au privé. On disait que le privé devenait l'opérateur, le propriétaire, et l'État était plutôt le facilitateur. Et en plus, les entreprises devenaient de plus en plus responsables pour les routes, pour fournir l'eau, pour fournir l'électricité, pour les services auprès des populations. Donc, ça a créé quelque chose qui va laisser des traces parce que on va avoir un flou qui se développe sur qui fait quoi. En plus, avec les contractions des budgets des pays endettés, il y a eu réduction des capacités institutionnelles des États. Donc, ils pouvaient bien avoir des réglementations, par exemple, protection de l'environnement, mais pas les capacités institutionnelles, pas de véhicules, si vous voulez, pas pour aller sur les sites pour vérifier ce qui se passait. Et enfin, un des résultats de plus, ça a été au niveau politique, ce que on voit dans les pays très riches en ressources minières, exemple la Guinée ou la République démocratique du Congo, il y a eu certains décideurs internes qui sont devenus très complices par rapport à ce processus et ils sont rentrés dans une espèce de rapport de danse à deux, si vous voulez, avec des acteurs puissants externes qui faisaient en sorte que parfois on voit émerger des processus qui manquent complètement de transparence et d'imputabilité en des hauts dirigeants qui évidemment profitent de cette complicité avec des acteurs très puissants externes au détriment évidemment de la population. Pour maintenant regarder un petit peu les conséquences de tout ce qui s'est passé, j'ai parlé d'un transfert de responsabilité auparavant qui relevait des États, mais ce qui va être le résultat de tout ce processus, c'est qu'étant donné que les systèmes nationaux étaient affaiblis, les capacités des États de mettre en place leur propre législation parfois manquaient, étant donné que les entreprises avaient besoin de normes en disant on nous accuse des fausses couches autour de nos implantations dans tel pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est arrivé, parce qu'il y avait des déversements de choses dans l'eau, et puis la compagnie peut répondre, ben nous, sur le cyanure, on utilise les normes de l'Afrique du Sud, parce qu'il n'y avait pas de normes dans le pays, pas de normes internationales. Donc, graduellement, il y a eu, au niveau des institutions multilatérales, la mise de l'avant d'un système qu'on appellerait un système juridique transnational. On a commencé à proposer des normes dans toutes sortes pour le déplacement des populations, pour les évaluations d'impact environnemental, ces normes qui n'émettent pas et des pratiques et des processus qui n'émettent pas des pays, mais qui étaient proposées par les institutions pour être certains que les compagnies pouvaient dire ben nous, on suit des bonnes normes, ce qu'on fait est légitime. Problème, parce que ici aussi, ces normes venant des arènes internationales étaient difficilement appropriées par les pays, qui manquaient des capacités de les mettre en œuvre. Et le bout de tout cela et le point central auquel on arrive, c'est que les compagnies, les entreprises vont se retrouver remises en cause à mesure que l'extraction augmente, prend beaucoup de place, touche beaucoup de communautés et qu'il y a des plaintes. Eh bien, c'est la légitimité, la licence sociale ou l'acceptabilité sociale des compagnies qui va être mise en cause. Et on sait la suite, les compagnies vont être de plus en plus tentées d'introduire des politiques de responsabilité sociale pour faire face à cela. On va voir certains problèmes que ces politiques vont poser, mais juste avant, maintenant, resituons un petit peu comment l'investissement canadien dans le secteur minier va être aussi un joueur extrêmement important dans ce qui va se passer. Il y a une situation économique mondiale dans les années 90 qui est difficile pour le reste du monde et pour le Canada. Le Canada a des déficits dans sa balance de paiement et commerciale, et on émet à ce moment-là une stratégie, on va utiliser la politique étrangère, l'aide canadienne, pour justement faire la promotion de la prospérité, de l'emploi au Canada, et pour aider les Canadiens, on va s'efforcer justement à avoir des politiques, édifier un cadre politique économique qui va faire en sorte qu'on va donner à nos investisseurs, aux firmes canadiennes,
aux intérêts commerciaux des conditions pour pouvoir profiter de l'ouverture des marchés à l'extérieur. Donc, on est au début des années 90. Le secteur minier est un secteur très dynamique au Canada et va réussir à avoir des appuis pour ces activités à l'extérieur qui vont tout de suite se traduire dans quelque chose d'assez faramineux. Entre le début des années 2000 et 2010, on va voir, nous on s'intéresse à la colonne en rouge, une augmentation très très importante des investissements canadiens du secteur minier en Afrique. Les colonnes vertes, c'est l'Amérique latine. Autre façon de voir cela, un graphique qui très visuellement vous résume. On commence dans les années 1901, par exemple, on n'est pas encore à 5 milliards de dollars d'investissement cumulatif dans le secteur minier canadien en Afrique. Et à la fin de cette période, on approche les 23 milliards. Ça, c'est en 5 ans, à cause justement des incitations qui sont et de cette ouverture à la fois des pays, mais aussi des facteurs de promotion qui seront mis en place, dont on va parler dans une seconde, de la part du gouvernement canadien. Où vont les investissements canadiens en Afrique? Bien, le portrait en 2012, il y a beaucoup d'or et de cuivre produits par les mines canadiennes. Elles sont en Zambie, en République démocratique du Congo, au Ghana, au Zimbabwe, au Burkina Faso. Ce sont les pays les plus importants, mais il y en a d'autres. Mais on note dans ce rapport de ressources naturelles Canada en 2012 que l'Érythrée, vous verrez, l'Érythrée, l'or émerge également rapidement dans ce pays. Je le note parce que par la suite, vous allez voir ce qui va se passer. Toujours est-il que dans la dernière décennie, on se retrouve à la fin, en 2019, les derniers chiffres que nous avons, avec la valeur des investissements miniers canadiens cumulatifs en Afrique pour la fin de cette année arrive à 37,8 milliards de dollars. Le grand problème de toute cette opération de promotion du secteur extractif canadien, et c'est un élément absolument central de ma présentation, ça va se faire en l'absence de normes et de procédures pour baliser les appuis publics, le financement public. Autrement dit, il n'y a pas de garde-fou au cas où il y ait des violations et des choses malheureuses qui arrivent dans les activités. Et l'alarme va déjà être sonnée en 2005 quand un rapport du Comité permanent des affaires étrangères, un rapport qui sera tous les partis en place, un rapport qui sera unanime, va dire écoutez, c'est parfait si on appuie notre secteur extractif à l'extérieur, mais en cas de plainte, là où il y avait des plaintes très graves de ce qui se passait aux Philippines, il faudrait que les appuis du Canada soient retirés en cas de violation démontrée. Rien s'est fait tout de suite, donc les fameuses tables rondes sur la responsabilité sociale qui avaient été mises sur pied pour répondre à cette préoccupation de plaintes qui venaient au Canada sur l'absence de bonne conduite des compagnies. Et ces tables rondes ont pris 10 mois pour rédiger un rapport unanime avec 162 recommandations. Isiaka a mentionné, je faisais partie de ce travail. Durant les tables rondes, on avait dans le groupe aviseur les deux grandes associations minières du Canada, des scientifiques, des gens de toutes les régions, de toutes des ONG, des gens, des juristes, etc., des gens du gouvernement. Et on est arrivé avec un rapport qui a recommandé en mars 2007 la création du poste de ombudsman. Rien n'a été fait et c'est dans ce contexte que un député libéral, McKay, a proposé en 2010 ce qu'on appelle un projet de loi d'initiative parlementaire pour dire à peu près la même chose que tout le monde se répétait. C'était la loi sur la responsabilisation des sociétés minières et pétrolières. En cas de violation, l'appui du Canada devrait être retiré d'une compagnie dans lequel on démontre qu'il y a plainte et qu'il y a effectivement violation. Avant de parler des suites, je mentionne que les formes d'appui du gouvernement canadien n'ont pas été seulement fiscales, mais aussi des appuis institutionnels, signature d'accords
bilatéraux de libre-échange et d'accords bilatéraux sur les investissements. Aussi, toute une création de projets, de partenariats entre des ONG canadiennes et des grandes compagnies minières. Par exemple, Rio Tinto, Barrick Gold et IAMGOLD ont bénéficié de la somme de 26 millions de dollars d'aide publique au Canada pour faire des projets de responsabilité sociale auprès de leur site, ce qui a créé pas mal de débats. L'aide canadienne va continuer, et je vous en donnerai un exemple par la suite, à appuyer les projets autour des minières, des activités minières. Mais avant de continuer, il faut aussi dire qu'il y a une autre agence canadienne fédérale qui est très importante si on veut parler de forme d'appui. C'est quelque chose qui s'appelle Exportation et Développement Canada, qui est un organisme de crédit à l'exportation et qui appuie très fortement sous forme de prêts le secteur minier. Pour le secteur de l'exploitation minière, les derniers chiffres pour lesquels on a, qui terminent l'année 2019, représentent des prêts de 13 milliards,7 millions de dollars, donc des prêts extrêmement importants pour le secteur qui facilitent justement ces activités à l'extérieur du secteur minier. Comment expliquer la continuation d'une situation pour le moins problématique où les appuis continuent, les plaintes arrivent, des tentatives de modifier les choses sont faites? Eh bien, là, on commence à voir l'expression de ce que j'appelais les rapports structurels de pouvoir de l'industrie sur le gouvernement. J'ai parlé de ce projet de loi parlementaire d'octobre 2010 par un député libéral qui s'est fait battre en troisième lecture par une très très faible majorité, je crois 18 voix. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a la preuve, ça vient de la CBC News, qu'il y a eu une activité de lobbyiste extrêmement importante, 300 rencontres avec des ministres du cabinet, des députés, des fonctionnaires, pour faire pression sur le gouvernement, pour battre ce projet de loi qui disait simplement en cas de violation des droits de la personne, la compagnie canadienne devrait avoir son appui retiré. Les formes de coopération, d'appui à partir de l'aide canadienne vont augmenter et continuer. On va avoir une nouvelle série de partenariats, cette fois-ci dans les pays andins, le Pérou, la Bolivie et la Colombie en 2012, liant ONG et compagnies minières. Par la suite, l'association de l'aide canadienne va être moins explicite, mais ça n'empêche pas que l'aide canadienne va directement appuyer des projets où sont impliquées des compagnies minières canadiennes. Et je dis d'avance que je trouve que ce projet de l'aide canadienne extrêmement important et utile, un projet d'adéquation formation-emploi qui touche formation et entrepreneuriat. On pourrait avoir rien de mal à dire sur un projet si c'est ce que le gouvernement en question du Mali souhaitait. Mais la difficulté, c'est que le projet est financé à 3/4, 75% par Affaires mondiales Canada et par un quart, 25%, BT Gold, la compagnie. Et la question que l'on peut poser, c'est une chose de faire une compagnie de formation, mais comment expliquer qu'on mélange un projet d'aide au développement avec un projet de RSE d'une compagnie, parce que le projet va se faire, il y a eu des placements de population, le projet est associé à l'activité minière. Donc on voit ici l'émergence d'une confusion entre à quoi sert, c'est-à-dire une difficulté de démarquer les objectifs de l'aide et qui devient liée aussi à la promotion de notre secteur minier, des investissements canadiens miniers à l'extérieur. Les implications de cette situation d'absence de contraintes sur les compagnies va attirer l'attention. Il y aura des rapports qui vont sortir, une en 2009. On est toujours sans mesure pour essayer de baliser ce que font les compagnies minières. Et il y a cette compagnie qui est produite par un centre qui étudie les conflits, qui suggère que les compagnies minières ont été le plus impliquées que les compagnies pairs d'Australie et de Royaume-Uni dans ce qu'on appelle des incidents malheureux qui impliquent des violations environnementales et des comportements contraires à l'éthique ou des violations envers les communautés où les compagnies sont actives.
La réaction de cette plainte va se faire avec, en 2009, la création par le gouvernement fédéral de ce qui est appelé un conseil en relations sociales, responsabilité sociale des entreprises. Marketa Evans aura la première nomination, mais c'est un poste qui n'a aucun pouvoir, sauf que de conseiller en disant, mais s'il y a plainte, la conseillère va conseiller l'entreprise quoi faire, mais il n'y a aucun pouvoir de faire enquête. On a vu que la tentative d'utiliser le Parlement pour avoir de la législation a donné un cul-de-sac. Et il faut aussi souligner que, comme les autres pays membres de l'OCDE, on a, en tenant compte des principes, des guidelines, des principes directifs de l'OCDE, il y a quelque chose qui s'appelle le point de contact de l'OCDE au Canada. Et c'est en principe à ce point de contact que s'il y a des violations, comme il y a eu en RDC ou ailleurs, les populations peuvent apporter des plaintes. Je sais que ça marche en Suède, il y a en fait enquête quand il y a plainte, mais chez nous, pour avoir suivi avec des collègues où il y a eu des plaintes qui ont été adressées au point de contact, il n'y a jamais eu de suivi. Donc on a des mécanismes, mais dans chaque cas, ils sont inopérants. La question de la documentation des violations va continuer et on a parlé d'une étude en 2004 demandée par l'Association minière canadienne des prospecteurs et du développement qui montrait que 34% des infractions dans le monde étaient attribuées ou attribuées à des compagnies canadiennes. Et la violence va persister, l'impunité aussi, mais ce qu'on va voir se passer, c'est à travers les années, non seulement des violations, mais il deviendra de plus en plus difficile pour ceux qui cherchent à avoir des mécanismes de justice de se faire entendre. Il y a une étude qui a été menée par des juristes à l'université York, au Osgood Law School en 2016, qui ont fait un travail extrêmement fouillé sur l'Amérique latine, sur une période de 15 ans, très rigoureux parce qu'il fallait au moins 2 sources indépendantes pour documenter ce qu'ils ont mis dans cette étude. Et là, ils démontrent qu'il y a une répartition géographique très étendue pour la violence qu'ils documentent, un grand nombre de décès, blessés. Mais ce qui est intéressant et très inquiétant, c'est ces chiffres sur la criminalisation de ceux qui essayent de faire porter attention sur ce qui se passe. Et le rapport conclut que les compagnies canadiennes qui sont cotées en bourse à Toronto n'ont aucune obligation et ne le font pas, ne produisent pas de rapport sur les violences qui pourraient survenir dans le rapport avec les communautés. Et pour d'autres choses, ils ont des obligations pour faire des rapports sur leur comportement au niveau de l'environnement, mais il n'y a rien d'exigé aux compagnies canadiennes sur les violences auprès des populations. Voilà quelques détails sur la répartition géographique et le type de violences qui sont attribuées à des compagnies canadiennes. Au Canada, en Afrique, il n'y a pas d'étude à notre connaissance qui est aussi globale, mais par contre, on sait que depuis des années, que ce soit en Tanzanie ou dans toute une série d'autres pays, de façon en RDC, on a eu connaissance malheureusement de ces incidents impliquant des compagnies canadiennes. J'en mentionne 4, 2003-2004 au Burkina Faso, déplacement des populations pour faire place à une mine canadienne, mais sans qu'on prenne la précaution d'assurer qu'il y ait disponibilité de l'eau. Donc on déplace les villages et on découvre qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour l'agriculture, pour les populations. Et ça mène à une plainte qui est portée auprès de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, parce que les femmes sont les premières touchées, elles ne peuvent pas maintenir leurs activités agricoles, il y a des problèmes d'alimentation, non seulement d'eau et la faim, etc. Donc on est là face à ce qui se passe, puisqu'on ne peut pas porter plainte, c'est devant des instances internationales, avec une organisation internationale FIAN, que la plainte est posée. Dans le même pays, une autre compagnie canadienne, en 2005, a malheureusement l'expérience de faire face à des communautés qui sont extrêmement préoccupées par le projet d'installation de cette mine. Et en réaction, ils vont brûler les installations et les engins de la compagnie
parce que le projet qui était projeté allait détruire la mosquée qui était un site de pèlerinage pour cette communauté et pour la région. Donc ça dégénère en conflit, ça met la communauté contre les autorités locales qui sont en faveur de la mine. Et à la défense de la compagnie avait les autorisations de procéder. Mais on voit là qu'il y a un problème très important parce que visiblement, la question de la consultation n'avait pas été faite avec beaucoup de subtilité et de rigueur parce que les populations concernées étaient absolument contre ce projet qui avait des implications extrêmement importantes pour eux. En Érythrée, vous avez peut-être entendu parler de ce projet où une compagnie, Nelson, s'est vue amenée devant les tribunaux au Canada pour des violations alléguées de droits humains concernant l'utilisation du travail forcé dans la mine d'or. Vous vous rappelez, on a parlé de l'Érythrée, mais ce problème a été amené au Canada et on a une première ici parce que la Cour suprême a jugé qu'étant donné l'insuffisance des modes de chercher recours en Érythrée, la violation, la plainte pouvait être entendue au Canada. Et voyant que les choses allaient progresser, la compagnie, en ce cas-là, a décidé, parce que les preuves semblent assez accablantes si on veut suivre ce qui s'est produit, donc la compagnie a décidé de régler hors cours. Un dernier exemple qui est extrêmement préoccupant, cette fois-ci, je me suis permise d'ajouter un exemple extractif, mais pas du secteur minier, qui concerne une compagnie qui s'appelle Rencorn Africa, qui a eu des permis d'exploration du pétrole par fracturation, et ces permis représentent 25 000 km² en Namibie et plus de 9 000 au Botswana. Et il faut savoir que c'est une zone entre le nord de la Namibie et le Botswana, une zone semi-aride, extrêmement fragile, avec une biodiversité exceptionnelle, une région qui est considérée tout à fait exceptionnelle parce que, selon l'UNESCO, on appelle cette région le Louvre de l'Afrique, parce que cette région recouvre des peintures rupestres dans les cavernes de la population San, S-A-N, et certaines de ces peintures, il y en a des milliers, qui vont être détruites si ce projet va de l'avant, comme il semble que ça va se passer. Certaines de ces peintures ont plus de 1200 ans d'âge. Donc voilà quelques illustrations des problèmes qui continuent et des problèmes de recours qui sont présentés pour les populations. Comme vous devinez, la communauté internationale a été préoccupée parce que on a conçu, le Canada occupe dans certains continents, par exemple en Amérique latine, la première place. 41% des grandes sociétés minières présentes en Amérique latine sont canadiennes. Et c'est toute une série d'organisations internationales, par exemple des organismes des Nations Unies. Le Comité des Nations Unies sur les droits humains a été parmi les organismes qui ont demandé au gouvernement du Canada de tenir les entreprises canadiennes responsables de leurs opérations. La Commission interaméricaine des droits de l'homme en a fait autant. Le représentant des Nations Unies qui était responsable pour les fameuses lignes directrices Business and Human Rights, John Ruggie, a dit en octobre 2017 que, en fait, avec la prolongation de cette situation où le Canada n'a pas de mécanisme pour tenir ses compagnies et ses entreprises responsables, on a perdu de notre réputation internationale dans le domaine. Donc, il y a des déclarations qui deviennent de plus en plus explicites par rapport au comportement des entreprises canadiennes à l'étranger. Et c'est justement ces pressions internationales qui n'auront lieu en janvier 2018, 10 ans après la création, la demande de la création ou en fait la création qui avait été demandée par les tables rondes. On va voir la création justement d'un bureau d'ombudsman. Et au moment de l'annonce, on pouvait se réjouir parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement, au moins annoncé publiquement, des pouvoirs associés à ce poste, le pouvoir d'enquêter de façon indépendante, le pouvoir de chercher à résoudre les différends, le pouvoir de reporter de façon indépendante et recommander des mesures correctives, et enfin de faire des recommandations auprès du gouvernement, ce qui permettait justement
un processus d'amélioration du savoir et l'amélioration de notre connaissance pour que le Canada respecte les meilleures normes au niveau international dans le domaine. Donc, création du bureau, et tout le long de ma présentation, j'ai parlé de quelque chose unique dans ce secteur, c'est les rapports structurels de pouvoir. Comme pour le projet de loi C300, qu'est-ce qui s'est passé? Montée des lobbyistes, les deux associations minières, l'Association minière du Canada, l'Association canadienne des prospecteurs et promoteurs, ont, entre janvier 2018, date de l'annonce de ce poste ombudsman, et avril 2019, dans l'espace d'un peu plus d'un an, ont fait 530 communications auprès des décideurs canadiens pour les pressuriser, pour bloquer les pouvoirs de l'ombudsman. On a ces informations du commissariat au lobbying du Canada et le travail a été fait, encore une fois, par les juristes de Osgoode Hall Law School. Donc, la situation actuelle où on se parle ce soir, c'est que le poste d'ombudsman existe. Il y a une personne qui le dirige. Elle a été nommée en avril 2019, mais son poste et ses fonctions manquent de moyens pour mener des enquêtes indépendantes. Elle manque de moyens pour exiger que les compagnies remettent les documents demandés. Il manque de moyens pour exiger aux compagnies de participer. Par exemple, si un garde de sécurité est accusé d'avoir tué, violé ou quoi que ce soit, la compagnie n'est pas obligée d'être partie prenante et de remettre les documents et participer et remettre ce qui serait nécessaire pour mener l'enquête. Enfin, au lieu d'avoir une certaine autonomie institutionnelle et une indépendance, le bureau même et le personnel de la personne qui est l'ombudsman, ces personnes sont nommées comme fonctionnaires et elles relèvent ces personnes du ministre de la diversification du commerce international du Canada. Autrement dit, c'est le ministère qui fait la promotion des entreprises canadiennes et son bureau à cette personne qui est l'ombudsman est logé à Affaires mondiales canadiennes. Donc, on voit tout le problème de l'autonomie pour faire enquête et avec l'absence de pouvoir, on est encore dans la même situation où on était au tout début, il y a plus de 10 ans, où tout ce processus est complètement volontaire. S'il y a plainte, c'est complètement, ça dépend de la bonne volonté des compagnies. Il n'y a aucune façon de les obliger à se conformer à une stratégie. Est-ce que la RSE pourrait être une réponse? Eh bien, on est parti d'un problème de légitimité. Et on a noté que face à ce problème de légitimité, parce que les compagnies se retrouvent dans une situation ultra-libéralisée, les gouvernements du pays n'ont parfois pas les moyens pour mettre en place leur propre réglementation. Et donc, on voit que les entreprises mettent une emphase croissante sur les stratégies de RSE. Mais ce qui se passe, c'est plus complexe parce que on va mettre à côté des projets, par exemple, d'une clinique, etc., quelque chose au nom de la RSE, payée par la compagnie. On va maintenir les anciennes pratiques et stratégies fiscales, emploi et de production. Ces mêmes pratiques, parce qu'elles n'ont pas contribué à l'amélioration du développement économique et social, apporter des retombées pour les populations. Et donc, on a une espèce de dualité de situation RSE qui accompagne les anciennes pratiques. Et ça risque, avec ces anciennes pratiques, de perpétuer les enjeux à l'origine des problèmes de légitimité. On ne va pas jusqu'au fond du problème, si vous voulez. Plus grave, en mettant le focus, comme certains le font, sur la RSE, on néglige et on détourne l'attention du problème beaucoup plus important, c'est comment optimiser l'ensemble des politiques et des pratiques de la part des compagnies qui pourraient avoir un impact positif sur le plan économique et social, et fiscal, environnemental. Autre élément sur la RSE qui rend ça problématique dans le contexte actuel, c'est que la RSE, comme toute autre stratégie qui est pensée et impulsée de l'extérieur, risque de créer des problèmes de durabilité. Quand il y avait des programmes avec les ONG, avec les grandes compagnies, certaines de ces compagnies, comme Rio Tinto au Ghana, a vendu la société à une entreprise chinoise. Mais il n'y a aucune durabilité. Si la mine est vendue, si la mine ferme, le projet
qui a été mis en place au nom de la RSE ne continuera pas. Il se pose aussi des problèmes d'équité. C'est bien d'avoir des gens autour dans la mine profiter de ces projets, mais qu'est-ce qui se passe pour la cohésion sociale, l'équité sociale du reste de la population? Il y a un dernier élément qui est important, c'est qu'il y a un danger de risque de court-circuiter les instances de décision locales dans la mesure que ce sont les compagnies qui deviennent livreurs des services, les communautés regardent vers les populations, mais les sociétés, elles ne sont pas imputables à leur propre aux populations autour, elles sont imputables envers leurs actionnaires. Vers des nouvelles approches, c'est à l'origine, on a mentionné des problèmes de légitimité, il y a des problèmes plus profonds, il y a des problèmes structurels, de capacité institutionnelle insuffisante, dans les mauvaises orientations des cadres réglementaires, des mesures incitatives infiniment trop généreuses, et ces problèmes recouvrent, comme on l'a dit, tout au long le fait qu'il y a des rapports asymétriques de pouvoir qui étaient à l'origine quand la législation a été libéralisée, qui a été reproduit, et ces rapports asymétriques sont reproduits par les cadres qui sont mis à jour, qui confortent justement cette place de domination des compagnies, et qui confortent aussi le flou qui est maintenu entre qu'est-ce qui est du domaine privé et public, la sécurité, est-ce que c'est public ou privé, la question d'accès à l'eau ou l'électricité, et l'importance, ça amène ce que la Commission économique a sorti dans son secteur sur la RSE. Il est essentiel que les pratiques de RSE ne soient pas vues comme se substituant, dit la Commission, à l'État, mais devraient être vues comme complément et pour compléter les efforts de l'État. Donc, c'est un point important qui commence à être entendu. Qu'est-ce que devrait être la RSE? Un ancien responsable de ce domaine de la compagnie Rio Tinto disait que ça devrait être une stratégie d'affaires, et ce n'est pas aux compagnies minières de se prendre et de jouer le rôle des ONG et de tenter de faire du développement social. Ce que les compagnies doivent faire, c'est signer des ententes transparentes qui doivent être rendues publiques, comme la Guinée le fait sur le site minier du ministère. Les compagnies doivent payer des taxes et des redevances de façon aussi transparente, respecter les lois du pays et respecter les obligations internationales de leur pays d'origine, en ce cas-là, le Canada. Les responsabilités du gouvernement canadien, il y aurait au moins 3 domaines facilement à identifier. Une cohérence pour ce qui est de notre politique étrangère, par exemple, de bien démarquer quels sont les objectifs de l'aide, comment on l'évalue, qu'est-ce qui est fait au nom de l'aide, qu'est-ce qui est fait au niveau de la promotion des investissements. On a un flou qui fait en sorte que c'est très difficile pour la population canadienne d'être tenue au courant, et il y a une difficulté dans ce sens-là de démocratisation de l'aide et de l'imputabilité du gouvernement. Un autre domaine, c'est la question de rendre compatible la politique étrangère avec nos obligations internationales, notamment de donner la priorité aux volontés au niveau de comment l'aide devrait être utilisée. Ça devrait dépendre des stratégies des pays, et ce n'est pas aux compagnies ou au Canada de dire où on va faire nos projets d'aide. Enfin, le plus à court terme, en absence de mécanismes maintenant pour rendre les compagnies imputables, parce que le bureau de l'ombudsman est inopérant, il n'y a pas de mécanisme non plus dans la législation canadienne au cas de violation. On est dans une situation, quand il y a plainte, les populations plaignantes n'ont pas vraiment d'autre choix que de s'adresser aux tribunaux canadiens ou et ça c'est un processus long qui risque d'être extrêmement coûteux, ou aller à l'international. Donc on est beaucoup sur la place internationale. Je terminerai avec quelques remarques sur les défis qui demeurent. Le principal défi, quand on parle à l'asymétrie des relations qui caractérisent ce secteur, que ce soit ici ou à l'international, ce défi devient comment faire en sorte qu'on peut ouvrir des espaces politiques, et ça implique repenser l'implication des acteurs qui jusqu'à présent ont été exclus, les communautés locales, les pouvoirs publics, comment les impliquer dans le redressement de ces relations,
notamment en assurant une plus grande transparence, une plus grande reddition de comptes et un plus grand accès à l'information. Donc il y a une dimension politique du problème, hein, la question de l'espace politique. Il y a aussi une dimension au niveau de l'objectif de qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ces investissements miniers. À quoi ça sert l'investissement minier? Et ici, ce n'est pas simplement une question de dire est-ce qu'on devrait mieux faire ce qu'on est en train de faire en ayant plus de capacités institutionnelles, plus d'expertise? Est-ce que c'est une question de gestion du même modèle minier? Beaucoup d'entre nous sont de l'avis que finalement, comme la Commission économique de l'Afrique, il est grand temps pour un changement de paradigme. Ce nouveau modèle et ces nouveaux objectifs pour ce qu'on doit faire ou qu'on soit visé avec nos investissements miniers, ce nouveau modèle ne peut pas venir simplement de l'industrie. On a voulu penser que l'industrie pouvait impulser un modèle qui allait amener croissance et naturellement développement. Et cette hypothèse du passé a démontré que finalement, il n'y a pas eu les résultats escomptés et on doit penser maintenant à une appropriation des débats et des processus à différents niveaux pour repenser qu'est-ce qu'on veut faire avec le secteur extractif, hein, parce que l'expérience passée nous amène dans une voie qui est de court terme et pas du tout durable à long terme. Et beaucoup suggèrent que ce nouveau modèle dépend des interventions qui dépassent de loin les compagnies, des interventions stratégiques des pouvoirs publics dans le domaine de la planification, de la coordination, de la mise en œuvre. Si vous voulez des stratégies, par exemple, qui créent des liens entre le secteur extractif et d'autres secteurs, il faut de la planification. Si vous voulez être moins vulnérable au marché, on a des beaux exemples avec ce qui se passe avec d'autres secteurs de l'économie québécoise en ce moment. Il faut penser les occasions pour utiliser des ouvertures qui s'ouvrent pour penser des stratégies transformatrices qui nous rendent de moins en moins vulnérables des marchés internationaux qui sont fluctuants. Enfin, ces possibilités d'introduire des nouveaux règlements plus propices à la promotion du développement, aux questions de la protection de l'environnement, à la protection et respect des droits de la personne, ces nouvelles pistes, ces nouveaux cadres réglementaires ont une condition préalable et c'est un déverrouillage de ce qui existe en ce moment et on l'a vu avec le lobbying. En ce moment, on est pris au Canada et dans d'autres pays avec un modèle où, à cause des rapports asymétriques et l'ascendance du secteur extractif sur les arènes politiques, il y a ce verrouillage qui empêche de penser des solutions autres et qui nous bloque jusqu'à présent dans une situation qui semble inévitable et bloquée quand elle ne l'est pas. Donc, pour conclure, si je peux simplement dire que quand on regarde comment l'activité minière se passe en Afrique, on peut pas dire que oui, le Canada, le gouvernement canadien et certaines compagnies minières canadiennes font partie du problème, mais le mot de la fin, c'est pour dire on fait aussi partie de la solution. Avant de vous remercier, je veux simplement vous donner quelques références, surtout le groupe dont j'ai signalé l'intérêt des travaux de la Osgood Hall Law School de l'Université de York. Ils travaillent ce secteur avec une perspective juridique extrêmement rigoureuse. J'ai parlé au tout début d'un livre qu'on a fait sur le secteur minier au Canada et au Québec, pouvoir et régulation dans le secteur minier, qui est sorti aux presses l'Université du Québec. On a fait un bouquin collectif sur la responsabilité sociale avec nos collègues africains, réponse aux obstacles aux enjeux de légitimité et développement en Afrique. Et enfin, je vous donne la référence de l'étude que j'ai citée de la Commission économique de l'Afrique, qui a réfléchi sur quelle sorte de réformes il faudrait dans les régimes miniers, les cadres réglementaires, pour promouvoir une place différente pour le secteur minier, pour assurer un développement social et économique des pays concernés à long terme sur une base intergénérationnelle. Je vous remercie. Merci, professeur Campbell. Nous sommes heureux de cette présentation qui met la table pour une discussion. J'aurais bien voulu je ne vais pas prendre la place. Je pense qu'on pourrait recueillir
dès à présent, les interventions qui viennent du public, je pense que ce serait très, très judicieux. Pour autant, il y a une première interrogation qui nous vient. Vous avez parlé de mine de Malartic. La question, c'est quelle source d'information peut-on voir pour en savoir plus? Si on veut en savoir plus sur cette mine de Malartic, et sans compter que je parie qu'après, on aura un déferlement de questions sur des considérations beaucoup plus des pistes citoyennes, évidemment, comme un tel sujet appelle et interpelle. Alors, pour répondre à la première question, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'article. Il y a un article qui est par une personne qui est juriste, qui est une résidente de tout le temps de cette région, et elle a écrit un article dans la revue Possible en 2015. Elle s'appelle Nicole Kirouac, K-I-R-O-U-A-C. Et c'est un peu l'histoire de comment elle a entendu parler de ce projet en 2009 et elle ne pensait pas du tout s'y associer. Et elle est devenue une des personnes qui a suivi. Donc, c'est le récit de ce qui s'est passé de la part des gens qui ne voyaient pas la chose de la même façon que ceux qui voulaient appuyer la promotion de ce projet. Donc, c'est un article intéressant, il y a beaucoup de références là-dessus. Et dans cet article, elle parle d'une série de films qu'on peut voir, La Règle d'Or, le film de Richard Desjardins. Il y a plusieurs films qui ont documenté ce qui s'est passé. Comme vous savez, 200 maisons de déménager, une école, une maison pour personnes âgées, etc. Donc, ça a créé beaucoup de discussions à l'intérieur de la communauté. Ça l'a divisé. Et en ce moment, on dit il y a une certaine acceptation du projet qui a été agrandi plusieurs fois. Et ce n'est pas forcément la pensée ou l'opinion de tout le monde, mais je ne pourrais pas, n'étant pas de là, je préfère vous référer à cet article dans la revue Possible. Oui, pourquoi je vous pose cette question? Parce que ça m'amène à un autre développement, dans la mesure où déjà, c'est ici au Canada où nous avons une population beaucoup plus éclairée qui pourrait faire face à la fois au niveau juridique ou aussi confronter les compagnies minières avec toute la législation, toutes les normes, toutes les réglementations. Mais quand on pense à certains pays, notamment du Sud, il est évident que les abus dont vous avez parlé, donc, je peux prendre l'exemple du Burkina avec la mosquée de Ramatoulaye, qui est une mosquée d'une communauté religieuse les analistes, qui sont donc des musulmans soutenus. Et finalement, ces populations ont trouvé la solution, puisqu'elles étaient brimées dans leurs droits par à la fois la compagnie, mais à la fois par le gouvernement en place. Lorsqu'il y a eu la révolte pour chasser, en fait, ce que certains appelé en fait le dictateur Blaise Compaoré, c'est que les populations ont décidé elles-mêmes d'agir et donc d'incendier ce matériel qui a coûté énormément cher. Alors, l'argument qui était avancé, c'était qu'on apporte du travail, on apporte, évidemment, on injecte des ressources dans l'État. Mais ça, c'est moins ce qui m'intéresse encore, mais c'est l'autre argument aussi qui est beaucoup avancé et en parcourant, par exemple, la documentation sur le site d'Affaires mondiales Canada, c'est de voir qu'il est mis en avant le fait que les compagnies renforcent les capacités des communautés de jeunesse. Alors, votre commentaire à ce propos, vous avez travaillé dessus. Je ne suis pas sûre, Isiaka, de vous avoir entendu. Si je comprends bien, ouais. C'est l'argument que les compagnies, en fait, vont renforcer les capacités, apportent un savoir-faire, etc. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait
c'est tout à fait le cas. Dans certaines situations, la question c'est euh, par rapport à différentes stratégies pour former, qui décide des projets. Euh, Normalement, dans les projets, l'utilisation de la main-d'œuvre dans le secteur industriel est extrêmement euh, restreint. On crée euh, une main-d'œuvre plus importante au moment du début des travaux, etc. Mais les chiffres par rapport à ce qui reste de la mine une fois en exploitation, c'est beaucoup moindre que ce que l'on pourrait imaginer quand on pense aux ressources, la surface, l'eau, etc., qui va être utilisée pour la compagnie comparé à d'autres types d'utilisation du territoire. Et c'est un peu cet arbitrage-là qui nous interpelle par rapport encore une fois, le type de rapport qui joue en faveur de l'activité minière et quelle est l'ouverture de l'espace pour qu'il y ait une discussion sur quels sont les autres choix qui sont devant la population. On pourrait imaginer, par exemple, la tension entre projet industriel ou projet artisanal, etc. Il y a un arbitrage qui se fait, mais dans un contexte. Et ce que je suis pas en train de nier que ça laisse certaines choses. Ce que je suis en train de suggérer, que par rapport à ce on a vu à travers les années, le nombre d'emplois qui sont créés par le secteur et la formation qui est donnée est extrêmement réduite comparée, et aussi toute la réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand la mine finit, et tout le travail de la commission, et quand la mine ferme et a terminé son extraction, dans quelle mesure est-ce qu'elle a servi à mettre en place des dynamiques de transformation, des liens avec les autres secteurs, pour que, comme on disait à la commission économique quand j'y étais là, il ne restera pas juste un trou dans la terre. Et les compagnies, c'est pas de leur ressort, c'est pas de leurs affaires, et on comprend très bien. Et c'est pour ça que je terminais en disant, euh, c'est une chose d'apporter un financement, mais c'est l'articulation avec des politiques publiques appropriées qui, pour l'instant, et ce qui blesse. Et surtout, quand on vient aux contradictions du Canada, on a des accords, par exemple, bilatéraux sur les investissements qui facilitent pour que les investisseurs canadiens puissent acheter leurs matières intermédiaires au Canada. Et ça va complètement à l'encontre de ce que la Commission économique pour l'Afrique souhaite, qui est créer des dynamiques qui permettraient d'utiliser les matières premières qui sont fournies sur place pour que ça crée des effets secondaires et des dynamiques avec d'autres secteurs. Donc, c'est plus complexe, et je ne suis pas en train de dire on ne fait rien, mais comparé à ce qu'on pourrait faire si c'était un autre modèle intégré à des politiques publiques appropriées là, ça pourrait être complètement autre chose et infiniment plus soutenable et équitable dans la durée. Ça m'amène à une question venant donc des participants, à savoir ici, est-ce que la consultation de la population locale à proximité des sites d'extraction, exemple de la petite ville à côté du site, au début, au lieu de mettre en place une stratégie de RSE, qui est synonyme de stratégie d'acceptation sociale, plutôt que d'acceptabilité sociale? Alors la question de la consultation est extrêmement délicate et elle pose problème. Elle pose problème ici. J'ai parlé de deux illustrations au Québec et dans les deux cas, je ne suis pas une experte de ces deux cas, mais on sait dans les deux cas, il y a eu des plaintes et il y en a toujours dans le site dans l'entreprise Nouveau Graphique sur la consultation des peuples autochtones. Ça se passe chez nous. Et la question qui est posée, c'est extrêmement important, et il y a de plus en plus de reconnaissance que cette consultation devrait se faire tôt et sur avoir l'appui des sociétés qui vont être concernées, et ça peut faire toute la différence, etc. Mais ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est très rare. Et il y a parfois des déplacements de population, et il y en a encore dans des conditions
qui pourrait surprendre parce que ça se fait avec si peu de savoir-faire et de délicatesse et de respect. Donc, on est dans des situations où les populations ont probablement pas les mêmes attentes de consultation, mais c'est absolument dans l'intérêt de l'entreprise de commencer les consultations à l'avance et de s'assurer que les choses se font bien pour éviter justement qu'il y ait besoin après d'essayer de gérer des conflits. Donc, cette acceptation sociale, c'est une question, mais les contextes politiques ne sont pas forcément propices toujours à cela. Ça varie évidemment des endroits, mais il n'y a pas forcément les protocoles et les réglementations acceptées. C'est la compagnie qui décide comment, avec qui elle va consulter. Donc, vous voyez toute la latitude et l'arbitraire et l'absence de recours dans ce domaine qui rend ça très, très difficile parce qu'il n'y a pas de normes de consultation, il n'y a pas une prise de position de la part des gouvernements des pays concernés pour dire ça doit se passer comme ceci et il va y avoir un inspecteur qui va demander, etc. C'est pas du tout ça qui se passe. Donc, si je comprends bien, l'idéal aurait été d'avoir un bac. Si on s'en tient, je vais dire, en prenant l'exemple du Québec, c'est pour introduire le fait aussi que ici, la question, c'est de savoir si dans le cas de Malartic, celui de Mont-Tremblant, y a-t-il une consultation justement à travers un bac, vu que la difficulté ici se fait, elle pourrait se poser à l'international, mais ici au Québec. Elle se fait difficilement. Euh, pour ceux et celles qui s'intéressent au projet de Nouveau Monde Graphique, vous aurez vu que ce mois-ci, il y avait des barrages routiers. Et on va dire, bon, ben voilà, les communautés sont divisées. Mais il y a aussi certains leaders autochtones, la communauté euh, Atikamek, qui disaient qu'ils n'ont pas été consultés quand la déclaration est venue. Et d'autres personnes de la communauté autochtone de ce projet avaient demandé que le BAP fasse des audiences spécialement pour eux. Elles n'ont pas eu lieu. Donc là, on voit, tout dernièrement, ça se déroule sous les yeux, il y a un problème. Ce que j'ai lu concernant l'article, et on pourra en savoir plus en lisant d'autres, mais les consultations, là encore, ont été, semble-t-il, ont fait défaut avec les Premières Nations. Aussi, une autre question qui est de savoir s'il ne faut pas repenser les politiques, les technologies d'extraction et de traitement des minerais dans le sens de continuer à améliorer la situation de la RSE, des droits de la personne, des défis environnementaux et climatiques. Donc, améliorer en fait les droits de la personne, des défis environnementaux et climatiques, est-ce que cela ne passe pas par repenser les politiques et les technologies d'extraction et de traitement des minéraux? Ben, la question de comment on extrait est certainement important. L'argument que j'ai essayé de soulever, c'est que la question de la RSE, c'est pas une question il me semble, de bienfaisance, c'est parce que les compagnies veulent avoir une acceptabilité pour leurs projets auprès des communautés. Et tant qu'il n'y ait pas en place un modèle lié, si vous voulez, à des stratégies qui font en sorte que ce soit au niveau des redevances, combien revient aux municipalités, quels sont les droits au Québec des municipalités, etc. En ce moment, il y a des demandes de la part des municipalités pour des modifications de la loi minière, justement parce qu'il y a, au niveau des réglementations, des relents de ce système colonial du free mining qui font en sorte que on marginalise certaines populations. On a parlé des autochtones, les municipalités, etc. Il y a des défaillances au niveau de la redistribution de ce qui est tiré, au niveau de qui assume les conséquences de tout cela. Et donc, c'est là l'argument que j'ai essayé de développer, c'est de dire ce n'est pas simplement une question de gestion ou de technique, c'est une question de vraiment réfléchir
à quoi sert l'extraction et quelle est la manière que les résultats de l'extraction vont être répartis auprès des communautés, qui est consulté, qui participe dans les décisions de quel est le modèle. Et dans la mesure que ces questions sont pour l'instant exclues par le type d'héritage que l'on a, à cause des déséquilibres dans le type de rapport sociétal que l'on a, et qui ont été, à mon sens, recréés avec le type de libéralisation qui ont rendu certains gouvernements extrêmement dépendants d'un modèle extraverti, donc ils sont très vulnérables et donc ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais c'est une question de se dire que cette subordination des États a été créée et elle peut aussi bien être redéfinie par des modifications de réglementation qui seraient moins déséquilibrées en faveur du secteur extractif. Et il me semble, vers cela où il faut aller, penser des débats et comment la ressource peut vraiment être utile et bénéficier aux populations à qui elle appartient. Et c'est tout l'enjeu. Pour moi, ce n'est pas une question simplement de gestion ni d'équipement, mais une question plus profonde du type de modèle extractiviste qu'on a mis en place. Il y a aussi, justement, hein, parlant de type de modèle et d'association des communautés locales, je sais que la plupart des grandes entreprises, notamment les entreprises minières canadiennes, n'acceptent pas aussi facilement d'avoir à côté d'elles, évidemment, l'exploitation minière artisanale, au motif que cela entraîne évidemment des questions de sécurité. Alors, pour autant, est-ce que ce type d'exploitation peut-elle cohabiter de manière beaucoup plus intelligente à côté en fait de ces exploitations de ces grandes compagnies? Si oui, y a-t-il des exemples qu'on peut prendre? Parce qu'on sait que ces miniers, évidemment, arrivent avec les exploitations traditionnelles à acquérir en fait des fonds beaucoup plus importants, donc ce qui contribue à la dynamique locale, comme vous l'avez soulevé tantôt. La question est très, très intéressante parce que, d'une part, elle souligne, moi je l'ai parlé du secteur industriel qui touche une fraction des populations, le secteur artisanal, petite mine, touche, selon la Commission économique, entre 13 et 20 millions de personnes en Afrique. Donc on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus important et aussi la complexité du paysage minier. Et vous avez bien raison de dire, les grandes mines se sont installées là où il y avait l'or. Et souvent, quand j'étais en Afrique, j'entendais des gens de l'Afrique du Sud qui disaient les mineurs artisanaux sont intéressants parce que on peut les pister, comme ça on sait où sont les filons d'or. Autrement dit, on a octroyé des concessions à des compagnies étrangères là où les creuseurs avaient leur gagne-pain pour faire vivre leur famille. Donc, on touche quelque chose de très important parce que dans certains pays, au Ghana, c'est plus d'1 million de personnes, au Burkina Faso, au Mali, c'est 400, 200 000 personnes. Donc, on est dans une situation non réglée et beaucoup de personnes aiment suggérer que les mines artisanales sont des mineurs illégaux, etc. Il y a des travaux là-dessus qui suggèrent qu'ils ne sont pas illégaux, c'est-à-dire il n'y a pas, ils sont unlegal, ils n'ont pas été réglementés. On a réglementé, on a donné des droits aux questions, aux grandes entreprises, mais on a évité de réglementer correctement et pour cette raison, on a énormément de problèmes dans le secteur artisanal, de santé, de déversements environnementaux, etc. Alors, la question qui est posée, c'est la question de la coexistence. Et c'est intéressant de noter que dans un pays comme le Sénégal, il y a eu une approche très proactive qui était d'aller voir auprès des compagnies industrielles comment régler ce problème. Au lieu d'avoir des conflits violents avec les mineurs et utiliser des chiens, ou au Burkina Faso, ils les ont arrosés pour les faire sortir des tunnels avec de l'eau. Il y a eu beaucoup de morts, etc., à travers ces confrontations. Au Sénégal, il y a eu des études qui ont fait
en sorte qu'on a amené tous les différents ministères et on a proposé aux grandes compagnies minières, pour avoir un rapport beaucoup plus serein, d'octroyer une partie de leurs concessions aux mineurs artisanaux. Et de cette façon-là, les mineurs artisanaux devaient suivre des règlements, devaient avoir une carte de mineur que le gouvernement leur achetait. Ils pas. Bref, il y a des solutions qui sont en train d'être pensées, mais je souligne un point, ça dépend des réglementations et de l'implication du gouvernement. Au lieu d'être un gouvernement, comme beaucoup ont essayé de faire, de se retirer et de dire, bon voilà, les choses vont se régler, les grandes entreprises vont amener la richesse, etc. Ce qu'on voit quand on trouve des solutions, c'est qu'il y a des personnes dans des positions de décision qui disent, il y a un problème, dans ce cas que je mentionne, ils ont amené à peu près 10 ministères ensemble, santé et environnement, en disant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et ça impliquait toutes sortes de l'éducation, des consultations, etc. Donc, par exemple, je voulais simplement dire, quand on nomme le problème et qu'il y a une volonté politique, on peut trouver des solutions, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, je veux pas. Je veux plutôt entendre de vive voix un participant. Est-ce qu'on peut lui passer la parole? Je pense que je n'ai pas monopolisé la parole en privé. Alexandre, pouvez-vous passer la parole? Celui qui a levé la main. Celui ou celle qui a levé la main. Oui, allô? Oui. Ah, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. En fait, j'ai deux petites questions. Premièrement, donc, si je comprends bien, les contribuables canadiens semblent donner des subventions, en fait, indirectement à ces compagnies minières-là pour qu'ils puissent monter leurs programmes sociaux en parallèle avec leurs opérations. Qu'est-ce que le contribuable canadien retire de l'activité minière au Canada? C'est une question assez intéressante. Il y a un a priori que la promotion des investissements miniers canadiens va bénéficier la collectivité canadienne par le type d'impôts qu'eux aussi payent, etc. Et certainement, il y a du vrai là-dedans. C'est un secteur extrêmement important, extrêmement florissant. Mais la question qui est posée par mon exposé, c'est quelles sont les conditions qu'on exige des compagnies minières. Donc, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il y a des pays où il y a eu une longue expérience de faire profiter le pays, je pense à la Norvège, de la manne qui est venue du pétrole. Vous savez peut-être l'expérience de créer un fonds incroyable de ce qui a été retiré, mais au bénéfice de la collectivité et aussi avec des balises. Il y a quelque chose qui s'appelle le Norwegian Council of Ethics qui fait en sorte qu'on ne permet pas des investissements dans certaines conditions. Et puis, ils ont une liste de toutes les compagnies minières qui ont été identifiées comme respectant pas les droits de la personne. Donc, on est en train de dire que ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. Hein. On peut avoir un secteur minier florissant et aussi un secteur à la fois qui est responsable pour le comportement et un gouvernement qui exige. Le problème qui se pose, c'est que je pense à travers les années, on a maintenu un système où on a laissé aller les choses qui permettent un manque d'imputabilité pour les activités qui sont perçues comme extrêmement importantes et qu'on doit protéger, etc. OK. Merci. Oui. Vous avez une deuxième question? Oui. Je vais prendre les deux dernières questions. Donc, en fait... Et puis à Michel Salinoué qui a aussi notre complément parce que dans 3 minutes, il faut qu'on ait arrêté. Donc, je vais rebondir rapidement. Alors, donc, sur ce même fil de conduite, on pourrait imaginer peut-être un programme d'incentivisation du consommateur, c'est-à-dire savoir exactement d'où viennent nos produits miniers
et puis d'agir là-dessus, comme il s'est passé dans le textile il y a une vingtaine d'années, où on s'est mis à arrêter d'acheter certains produits parce qu'on savait que c'était produit dans des mauvaises conditions. D'accord. Alors, Vous avez je prends la deuxième question, comme ça tu réponds une bonne fois. très rapidement, vous avez raison, il y a des tentatives. Parfois, la provenance du minerai est très difficile. Par contre, ce qui peut marcher, c'est la sensibilisation des investisseurs et des fonds de pension qui investissent dans ces compagnies. Et il y a des groupes comme Bâtirante, etc., d'investisseurs responsables. Et c'est peut-être de cette façon-là que l'on peut nommer le problème et avertir les actionnaires qu'il ne faut plus contribuer à ce type de choses. Merci pour la question. À moins qu'on parle du processus de Kimberley. Je ne parle du processus de Kimberley, mais là, ce sont les diamants, essentiellement. Oui, mais là encore, il a été remis en cause par les personnes qui l'ont créé parce qu'on n'était pas capable, notamment en Côte d'Ivoire, de tracer l'origine des produits. Donc, la traçabilité pose vraiment problème. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je sais, à Lausanne, il y a des gens qui essayent d'avoir un DNA du minerai pour savoir d'où il vient exactement. Mais ce n'est pas évident du tout. Okay. Michel, je vous donne Oui, très rapidement. Oui, merci beaucoup, Michel Sayumo, professeur au département des sciences comptables. Alors, je remercie Madame Campbell pour la conférence très intéressante pour moi. Alors, ma question se situe au niveau de la comparaison entre les pratiques des entreprises minières canadiennes et les autres entreprises des pays de l'OCDE, en particulier au niveau de la RSE. Est-ce qu'on fait mieux que la moyenne en termes positifs ou plutôt pire que la moyenne, là où ça se compare de façon avantageuse? On est définitivement au fond de la classe. Et je donnais un exemple. Par exemple, la France, en 2017, a passé une loi sur le devoir de vigilance qui fait en sorte que chaque grande entreprise qui investit à l'extérieur doit avoir un plan qui remet au gouvernement en disant comment il va faire face aux problèmes éventuellement d'éthique environnementale, violation des droits de l'homme. Et en cas de violation et de plainte, ceux qui ont plainte ont la possibilité de porter leur litige et se faire entendre en France, autrement dit dans le pays d'origine. Donc les pays sont en train d'aller, en ce moment, la Suisse essaye, il y a des tentatives partout. Malheureusement, chaque fois que le Canada fait un pas en avant, on se retrouve dans une situation de blocus. J'ai confiance que ça va aller de l'avant, mais il va falloir être très vigilant sur les méthodes qui vont assurer que ce qu'on met en place va être effectivement respecté. Et la question précédente d'impliquer le public canadien est extrêmement, le public pourrait aussi jouer un très grand rôle en s'assurant que ce qu'on met en place va effectivement être respecté. Merci beaucoup. Merci, je suis vraiment désolé, il y a encore d'autres questions, mais bon, on est tenu par le temps, on a dépassé d'une minute. Je tenais à, et vous m'excuserez de ne pas pouvoir vous donner la parole. Toutefois, je voudrais quand même vous remercier à tous d'avoir participé à cette conférence, mais aussi à Mme Campbell de nous avoir apporté un certain nombre son éclairage sur la question des mines, notamment en Afrique particulièrement. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'Institut d'études internationales de Montréal, l'IEM, la chaire Raoul Durand et la formation continue de l'UQAM. Et je vous invite à visionner les conférences de l'année, de la série de conférences donc 2020-2021. Vous pouvez les retrouver sur les sites, évidemment, de la formation continue de l'UQAM. Encore merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et merci encore à vous, Mme Campbell.